Remaniement, YouTube et la Fashion Week, salut c'est Arnaud et bienvenue dans cette nouvelle édition du Flash News du 10 juillet 2020. Le décryptage du gouvernement Castex. Un remaniement, c'est forcément un coup de communication, un coup de projecteur médiatique pendant plusieurs jours. Celui de cet acte 3 du quinquennat Macron n'a pas échappé à la tradition. L'objectif du président de la République était d'annoncer un renouveau de sa politique. Mais est-ce vraiment le cas? Ce remaniement, c'est plutôt de la poudre de perlimpinpin. En nommant Jean Castex Premier ministre, Emmanuel Macron veut plutôt devenir le seul maître à bord pour la fin de son mandat et préparer les élections de 2022. Les nouvelles têtes du gouvernement ne montrent d'ailleurs pas beaucoup de signes de changement. Emmanuel Macron a plutôt joué aux chaises musicales en resserrant sa majorité et en éloignant ceux dont l'impact politique devenait médiatiquement inefficace. Il remercie au passage ses fidèles à l'instar de Gérald Darmanin qui passe de Bercy à la place Beauvau. Mais la nomination de ce ministre de l'Intérieur ne fait pas l'unanimité. Ce dernier fait l'objet d'une procédure judiciaire pour viol, les féministes se sont insurgées de sa nomination, estimant qu'elle n'avait pas été écoutée par l'Élysée. Ce à quoi Jean Castex répond « Vraiment, j'assume totalement cette désignation. Il a le droit, comme tout le monde à la présomption innocente, laissez faire. » Coupable ou non, pourquoi nommer une personnalité aussi clivante? D'abord parce que Emmanuel Macron a besoin d'une personnalité compétente à ce poste. Or, malgré son jeune âge, le nouveau ministre de l'Intérieur est aussi l'un des rares politiques expérimentés du gouvernement. Lors de la prise de ses fonctions, il a également souligné ses origines d'immigrés algériens, faisant de lui le symbole d'une France diversifiée et d'une immigration réussie. Enfin, parmi les têtes surprises, notons la nomination de l'avocat Éric Dupond-Moretti à la justice et de l'ex-politique Roselyne Bachelot à la culture. Là aussi, on peut y voir une pure opération de communication. Ces deux prises médiatiques visent surtout à insuffler de la personnalité, du charisme à un gouvernement qui en manque cruellement. C'est aussi une manière de détourner l'attention des Français pour cacher un nouveau gouvernement qui offre finalement peu de nouveautés. L'histoire des formats sur YouTube. À ce qu'il paraît, il y aura encore plus de pubs sur YouTube pour les vidéos longues. Jusqu'à présent, les mid-rolls, la publicité en milieu de vidéo, ne concernaient que les vidéos de plus de 10 minutes. Désormais, elles seront aussi actives sur celles de plus de 8 minutes. Pourquoi? Pour compenser la perte de revenus publicitaires de Google à cause de la crise économique et sanitaire. En prime, ça pourrait aussi augmenter les revenus des vidéastes, mais pour les internautes, c'est moins sympa. D'un autre côté, cette décision pourrait bien avoir un impact sur les normes des vidéos en réduisant leur durée moyenne. Quand YouTube avait instauré les mid-rolls pour les vidéos de plus de 10 minutes, une tendance au format long s'était développée alors qu'à l'époque on tournait plutôt autour de 3 ou 4 minutes. Ça ne serait pas la première fois que les choix de Google impacteraient le format des vidéos. En 15 ans, YouTube est passé d'une plateforme gratuite et sans publicité, où l'on postait tout et n'importe quoi, à une plateforme très structurée et codée et des vidéastes professionnels. Cette transformation a été possible notamment avec l'intégration de la publicité. L'arrivée des annonceurs a alors commencé à impacter le contenu même des vidéos, les marques ne souhaitant pas être associées à certains sujets. Résultat, les vidéastes doivent choisir entre vivre de leurs vidéos ou bien s'autocensurer. Cela pose notamment problème pour les vulgarisateurs de l'histoire qui voient leurs vidéos démonétisées quand ils parlent de guerre ou de l'État islamique. Sauf qu'aujourd'hui YouTube n'est plus le maître de la vidéo et ne pourra peut-être bientôt plus imposer ses normes. Il doit en effet faire face à deux types de concurrents, Netflix et compagnie, et les autres réseaux sociaux. Par exemple, face au succès de TikTok, YouTube teste l'intégration de vidéos de 15 secondes. La Fashion Week a l'ère post-Covid. Covid ou pas Covid, la Fashion Week à Paris aura bien lieu cette année. Les maisons de haute couture ont tenu malgré tout à révéler leurs collections aux dates officielles. C'est la preuve qu'à côté des paillettes, il y a bien une réalité avec des enjeux économiques majeurs pour cette industrie du luxe. Impossible de passer à côté d'un événement vitrine aussi important. Cette semaine a donc été marquée par une Fashion Week parisienne 100% digitale. L'événement a commencé par le coup d'envoi de Naomi Campbell et son message de tolérance et d'inclusivité. Le choix de ce mannequin légendaire est un gros coup de com'. Le but est d'apaiser les tensions face au racisme qui ont aussi gagné l'univers de la mode. De leur côté, les maisons pourtant peu habituées au digital ont redoublé d'efforts pour maximiser leur visibilité pendant l'événement. Au programme, des vidéos de grande qualité, comme la mise en scène de Dior par Matteo Garonne, le réalisateur du nouveau film Pinocchio. Il y a aussi eu des coulisses inédites avec un live de 7 minutes de shooting photo d'Hermès ou encore des créations particulières, comme la mini-vidéo floue de 25 secondes d'Alexandre Vauthier. On ne voit rien, ça saute comme un retour dans les années 80 quand le poste de télé ne marchait pas bien. Le message derrière tout ça, attirer l'attention et faire venir l'internaute sur le site internet pour du contenu plus quali. Merci d'avoir suivi ce Flash News jusqu'au bout, on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition, et d'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux de Hush ou sur notre site hushnews.com. Ciao.